Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être la partie 2 des rappels de base en neurologie. Donc, c'est vraiment de la base qu'on va faire. On va pas aller loin dans la neuro, mais c'est des choses que normalement on doit savoir quand on prend en charge des personnes. Donc, aujourd'hui, donc avant de commencer, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, comme d'habitude. Pour ceux qui veulent les PDF, c'est la même chose. Vous souscrivez à l'abonnement payant sur la chaîne YouTube, vous m'envoyez un message sur Instagram, et je vous inclus dans le groupe WhatsApp où on peut échanger et où je mets les PDF chaque semaine. Une petite chose avant de commencer, le mieux c'est que vous ayez voir cette vidéo avant, que vous l'ayez déjà vue, parce que les choses qui sont dedans, je ne reviendrai pas dessus dans cette vidéo, à part une toute petite partie, ok? Mais pour le reste, je reviendrai pas dessus. Alors là, vous pouvez voir, il y a 33 diapos, mais en fait, il y a des choses où ça va passer très très vite, donc je pense qu'en 30-35 minutes, on aura largement fini cette vidéo, ok? Donc, on va attaquer. Innervation tronculaire motrice, alors là c'est vraiment pour des rappels de base, et comme ça pour ceux qui ont les fichiers sur le groupe WhatsApp, ça vous fait des petites fiches de révision. Donc innervation tronculaire motrice, on a le nerf axillaire, C5, C6, il innerve le deltoïde et le petit rond. Nerf musculo-cutané, C5, C6, il innerve la loge antérieure du bras. Nerf radial, C6, T1, lui il innerve la loge postérieure du bras, la loge postérieure de l'avant-bras et la loge latérale de l'avant-bras. Le nerf médian, C6T1, lui c'est la loge antérieure de l'avant-bras, sauf le fléchisseur ulnaire, du carpe et les deux chefs médiaux du fléchisseur profond des doigts. Et au niveau de la main, les deux premiers lombricaux et l'éminence sténare, sauf le faisceau superficiel du court fléchisseur du pouce et l'adducteur du pouce, qui eux vont être pris en charge par le nerf ulnaire. Et donc le nerf ulnaire c'est très simple, c'est ce qui reste, C8T1, le fléchisseur ulnaire du carpe au niveau de l'avant-bras et les deux chefs médiaux du fléchisseur profond des doigts, et au niveau de la main, tous les muscles, sauf ceux qui sont innervés par le nerf médian. Donc ça c'était au niveau tronculaire moteur. On va voir au niveau tronculaire sensitif, donc le deltoïde, le moignon de l'épaule pour le nerf axillaire, le nerf radial, c'est ici face postérieure du bras, de l'avant-bras et de la main du côté des trois premiers doigts. La partie latérale du bras par le nerf musculo-cutané, de l'avant-bras, pardon, cette zone ici. Ensuite, la partie médiale du bras, c'est le nerf cutané médial du bras. Et ensuite, on a la partie ici, ça c'est le nerf cutané médial de l'avant-bras. Le nerf médian au niveau de la main et le nerf ulnaire au niveau de la main. Bon, ça c'est des rappels classiques. Là, je vous ai mis d'autres cartographies. Ensuite, innervation radiculaire sensitive et motrice. Donc là, je ne vais pas tout faire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, C4 moignon de l'épaule, C5 face latérale du bras, C6 face latérale de l'avant-bras et de la main, et ainsi de suite. Et ensuite, là, vous avez les innervations motrices. C4 élévation de l'épaule, C5, C6 abduction de l'épaule, et ainsi de suite. Ok? Donc ça, c'est très simple. Là, c'est l'instant pub pour ma formation, donc prise en charge en première intention et repérage des pathologies graves au niveau des lombalgies. Quand un patient vient vous voir avec des douleurs, la première chose à faire, c'est le screening des signes graves. Et donc, du coup, là, je vous apprends en gros tout ce qu'il y a à faire sur les lombalgies. Ok? Et donc, bien évidemment, là-dedans, il y a une partie neuro, notamment les bases physiologiques. Enfin, j'appelle ça les bases. Mais en gros, on va bien plus loin que ce qu'on voit dans les deux vidéos qu'on va voir sur ma chaîne YouTube, bien évidemment. Et franchement, j'ai laissé ce prix-là parce qu'a priori ça convient et il y a plus de gens qui le prennent quand il est à ce prix-là. Franchement, comme je vous dis, il y a 7h30 de vidéo, 270 diapos, et des diapos pleines, pas des diapos comme des fois il y a, voilà, là, il y a pas grand-chose. Non, c'est vraiment, il y a du contenu, quoi. Il y a vraiment du contenu. Ensuite, on va parler des dermatomes. Alors là, je vous ai fait un petit résumé, ok? Si vraiment vous voulez qu'on fasse une vidéo spéciale dessus, on fera une vidéo spéciale dessus, ok? Donc en fait, les dermatomes, quand vous les apprenez à l'école, en général, en IFMK ou je sais pas, en école d'ostéo, je pense que vous les apprenez comme ça, en bande. En fait, on s'est rendu compte, et notamment on a des études systématiques de littérature qui démontrent que les cartes actuelles des dermatomes, en fait, elles sont inexactes, ok? Et en gros, en fait, elles ont été faites fin 19e, début 20e, à l'aide de diverses techniques. Donc au début, c'était chez des personnes qui pouvaient avoir des hernies discales qui comprimaient les nerfs et qui faisaient des radiculopathies. Et puis en fonction de l'endroit où il y avait de la perte, on définissait les choses comme ça. Il y a eu des études faites sur les animaux, tout un tas de choses. Et en fait, du coup, les auteurs, à l'heure actuelle, ils pensent que la distribution cutanée des nerfs rachidiens aux membres devait être réévaluée. Ok.
vous avez cette étude-là qui retranscrit un petit peu justement cette histoire des dermatomes. Et en gros, ça ressemblerait plutôt à quelque chose comme ça, plutôt qu'à des bandes vraiment, ok? C'est ça qu'il faut comprendre. Là, vous avez des sources aussi. Et on va voir. Donc en gros, elles ne correspondent pas vraiment aux cartes qu'on. La réalité ne correspond pas aux cartes qu'on utilise. Et on va aller un petit peu plus loin là, en voyant qu'est-ce qui se passe en clinique. Donc là, pour cette diapo-là, on va parler membre sup, rachis cervical. Donc dans cette étude-là, ce qu'on nous dit en fait, c'est que la présentation de la douleur chez les patients atteints de radiculopathie cervicale à un seul niveau, elle s'est avérée très différente des distributions dermatomiques classiques de la douleur. Ok? C'est la première chose. Donc en fait, quand on essaye d'identifier un étage par la clinique, ben, on ne tombe pas forcément sur le bon étage. Cette étude prospective, donc c'est celle-là, consistait à il stimulait mécaniquement des racines nerveuses cervicales entre C4 et C8 chez des patients qui présentaient des symptômes radiculaires cervicaux. Et en fait, bien que la distribution de la provocation des symptômes elle ressemble à celle des cartes dermatomales classiques, pour les racines nerveuses cervicales, ben en fait, les symptômes ils ont souvent été provoqués en dehors de la distribution des cartes dermatomales classiques. La présente étude démontre une différence distincte entre les cartes dynatomales et dermatomales. En gros, dermatomale, c'est plutôt quelque chose de très statique, et dynatomale, c'est plutôt, c'est un peu plus dynamique, ça peut un peu bouger, voilà, plus dans le cadre clinique ou chez un patient qui a des problèmes justement de racines. Juste pour vous dire, là on a parlé de radiculopathie, là ça parle de symptômes radiculaires, on va préciser tout ça juste après, ok? Les radiculopathies C6 et C7 ne peuvent pas être distinguées de manière fiable par des douleurs subjectives, des paresthésies, engourdissements ou des schémas de faiblesse subjectifs dans le bras. Les cliniciens doivent être prudents lorsqu'ils attribuent des symptômes de radiculopathie cervicale à des racines nerveuses spécifiques. Donc en gros, avec votre bilan, vous ne pourrez pas savoir si c'est la racine C6 ou C7 qui est atteinte. Après, j'ai envie de vous dire, est-ce que ça va changer grand-chose? Vous, votre but, c'est de repérer est-ce qu'il y a une radiculopathie ou pas. Que l'étage, on s'en fiche, en fait, c'est pas ça qu'on vous demande. Vous, ce qu'on veut que vous repériez, c'est les signes neuro qui demandent à référer le patient ou des choses comme ça, ok? Donc, faire un bon bilan neuro, très bien. Identifier la racine problématique. Est-ce que ça va changer vraiment grand-chose? À part, peut-être pour ceux qui sont en mode thérapie manuelle, sniper, et qui veulent mobiliser l'étage précis où il y a le problème, ou alors justement éviter cet étage précis où il y a le problème, je sais pas comment vous réfléchissez, bah ça va pas avoir un grand intérêt, ok? Donc c'est pour ça que ça, bah on s'en fiche un petit peu, mais c'est pour vous dire que vous pourrez pas dire c'est cette racine-là avec certitude. Mais on a la même chose en fait au niveau lombaire, la distribution des symptômes provoqués au niveau spécifique lors des injections épidurales transforaminales lombosacrées est souvent différente de celle prévue par les cartes dermatomiques ou dermatomales lombosacrées classiques, donc toujours pour dire qu'il y a une différence. Le rapport du patient est une méthode peu fiable pour identifier la source anatomique de la douleur ou de la paresthésie causée par la compression d'une racine nerveuse. Toujours pareil en fait, avec votre bilan, ça va être très compliqué de dire quelle racine est touchée. Mais du coup ça marche au niveau cervical, enfin ça marche pas en gros au niveau cervical, et ça marche pas non plus au niveau lombaire. Cette étude systématique et cette méta-analyse ici démontrent que les procédures d'examen neurologique ont une précision diagnostique globale limitée dans la détection des hernies discales avec suspicion de radiculopathie. Et là je crois que c'était une étude qui était surtout, donc membre sup, membre inf. Donc la douleur radiculaire ne devrait pas suivre un dermatome spécifique, du moins tel qu'il est décrit par les cartes dermatomiques couramment utilisées, hein, donc peut-être que ça suit je sais pas, ces cartes-là, ou voilà, mais de toute façon on verra que ça peut déborder hein, de toute manière les symptômes. L'exception est la douleur radiculaire S1, dans laquelle la douleur suit généralement le dermatome S1. Ok, bon bah il y en a un qui est juste. C'est exactement le but du schéma ici, voilà, il y a tout qui est à côté, mais il y a une flèche qui est dans le mille. C'est la racine S1, quand elle est problématique. La douleur scapulaire est fréquente chez les patients souffrant de douleurs radiculaires cervicales, en particulier chez ceux dont la douleur radiculaire est liée à une hernie discale. Et donc là on va passer au matériel. Bon, on a quasiment fait la moitié des diapos. Donc le matériel nécessaire pour tester la fonction. Alors j'ai pas remis la mind map, mais en gros pour tester la force, bah, vous avez besoin que de vos mains. Pour tester les signes neurocentraux, en général vous avez besoin que de vos mains. Pour tester les réflexes, bah, faut le marteau réflexe. Et pour tester la sensibilité, c'est là où il faut un tout petit peu plus de matériel, ok? Donc pour tester les grosses fibres, donc les A-bêta, on utilise un pinceau, ok? Pour savoir en gros est-ce que le patient il sent normalement, il sent plus ou il sent moins.
Donc c'est ce qu'on appelle l'aspect qualitatif, et ensuite on peut quantifier soit avec les monofilaments, soit avec un diapason. Ensuite, pour tester les petites fibres, donc les A delta, les fibres C, on va utiliser une roulette à picot et un type terme. Ok. Donc ça c'est pour l'aspect qualitatif, et pour l'aspect quantitatif, on peut utiliser un Europen. Ok. Donc c'est surtout pour quantifier la perte, mais bon, vous pouvez aussi, vous pouvez aussi, parce qu'en fait vous avez un petit marqueur ici. Bon, c'est surtout chez les diabétiques hein, que c'est utilisé, mais en gros vous avez un marqueur et normalement il faut sentir ici. Hein, si le patient il sent pas quand vous avez, parce que plus vous plus vous piquez, le marqueur il va bouger, et en fait faut voilà, il faut qu'il sente quand il est dans le blanc ici. S'il sent quand ça a dépassé le blanc, c'est peut-être qu'il sent moins en fait. Et s'il sent avant, c'est peut-être qu'il y a de l'hyperalgésie. Alors il faut quand même, si vous voulez un diapason qui fasse le taf, il faut quand même investir un petit peu. Oh, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des conseils. Alors là, c'est mes conseils à moi de matériel. Donc ça à prendre avec des pincettes, hein, c'est pas des choses validées dans les études, ok? C'est moi qui vous conseille. Au niveau du pinceau, moi j'aime bien effectivement un pinceau large avec des poils plutôt souples. Hein, les poils raides, il faut appuyer, ou j'ai l'impression qu'on va trop appuyer. Donc voilà, un truc qui prend une surface assez large et très ou avec des poils souples, ok. Bon bah ça, il n'y a pas besoin, les monofilaments, de toute façon ils sont calibrés et tout ça. Ça à la base, je rappelle, c'est testé sur des rats, hein, parce que les rats ils ont un réflexe de retrait de la patte quand ils sentent quelque chose. Donc quand on leur provoque des neuropathies, derrière on peut voir où est-ce qu'ils en sont en termes de sensibilité. Donc ça c'est pour quantifier la perte. On peut utiliser aussi le diapason, il faut juste que le diapason pas prendre. Faut investir un petit peu. Alors ça sera toujours moins cher que ça, parce que je crois que la boîte comme ça, en fonction de là où vous la trouverez, ça va être entre 300 et 400 euros en général, ok. Et après des fois il y a il y a des moments où vous pourrez trouver moins cher, mais en général ça va être ça. Le diapason, comme je vous dis, il faut prendre un peu cher parce que sinon c'est nul, ça sert à rien. Marteau réflexe, il y a plein de sortes. Moi j'aime bien ceux-là, manche souple, voilà. Et quand vous tapez les réflexes, hein, mouvement sec au niveau du poignet, ok. Parce qu'il y en a des fois, vous faites des mouvements du bras comme ça. Je pense que c'est plus difficile, hein, vraiment mouvement sec du poignet. Ensuite, la roulette, pareil, il faut qu'elle ait une certaine qualité parce qu'il faut qu'elle pique. Si elle pique pas, vous allez détecter des neuropathies chez tout le monde. Donc, il faut mettre un peu de prix. Ça, je crois que c'est une de couture. Moi, j'ai les deux. Mais celle de couture, elle pique vachement plus. Donc, moi, je vous conseille celle-là. Celle-là, je l'ai parce qu'en fait, alors, pour le type terme, ça coûte pas cher, mais vous savez, il y a des études où on vous dit, vous prenez une pièce de monnaie, vous en laissez une sur votre bureau, une dans votre poche. Celle dans votre poche, ça va être la pièce chaude, celle sur le bureau, ça va être la pièce froide, et comme ça, vous pourrez faire de la différenciation chaud-froid. Moi, je trouve que ça se réchauffe quand même très vite, les pièces. Le type terme, c'est mieux, mais ça se réchauffe vite. Mais du coup, en fait, le fait d'avoir des outils comme ça en métal, un peu plus large, ou même des fois les diapasons en fonction de comment ils sont foutus, en fait, vous pouvez passer sur des beaucoup plus grandes surfaces pour tester le froid. Voilà, c'est le petit conseil. Neuropen, bon, ça, de toute façon, ça c'est comme ça, il faut l'acheter comme ça. Les neurotypes, vous achetez comme ça, et là, j'ai rien à ajouter. Maintenant, on va voir un petit peu de définition. Ok, donc on va avoir. Alors, quand on a un problème de nerf, il y a différentes choses à connaître. Il y a la douleur radiculaire, la radiculopathie, la douleur neuropathique et la mécanosensibilité. La mécanosensibilité en général, on en parle beaucoup sur les réseaux, c'est avec tout ce qui ça va être mis en avant avec les tests neurodynamiques et tout ça. Et donc en fait, pourquoi il faut connaître? Parce qu'en fait, à chaque fois, ça va amener un traitement différent, ok? Donc, ou une prise en charge différente, du moins. Donc il faut connaître ces notions-là et savoir les repérer. La douleur radiculaire, en fait, ça va être une hyper-excitabilité de la racine dorsale ou du ganglion de la racine dorsale. Donc ça va donner, par exemple, des sensations de brûlure, des sensations de courant électrique. Donc en fait, ce qu'on va retrouver, c'est un DN4 positif, mais avec du gain de fonction. Ok? Pas de la perte, du gain de fonction. Donc c'est quoi le gain de fonction? C'est au pinceau, quand vous passez le pinceau chez quelqu'un, bah, il va sentir par exemple que ça chatouille beaucoup plus que de l'autre côté, il va sentir que ça fait mal, ça brûle le pinceau. Quand vous avez passé la roulette, bah, au lieu de sentir juste des petits pics, il va sentir comme une lame de rasoir. Il va sentir du courant électrique, ça va lui faire très très mal. Des fois, une fois que vous aurez fini de passer la roulette, bah, il va dire ah, je sens encore les sensations comme si vous passiez la roulette. Bah, tout ça, c'est du gain, ok? C'est le nerf qui fonctionne trop. Ensuite, on a la radiculopathie. La radiculopathie, ça n'a rien à voir avec de la douleur. La radiculopathie, ça dit qu'on a une perte au niveau du bilan neuro. Ok, c'est marqué juste ici.
la radiculopathie, ça peut être sans douleur, mais accompagné de douleur radiculaire. Mais ça peut être sans douleur. On peut avoir une douleur radiculaire sans radiculopathie, on peut avoir une radiculopathie sans douleur radiculaire, on peut avoir les deux en même temps. Donc c'est juste de la perte de fonction. Et après, la douleur neuropathique, ça va être un DN4 positif, mais avec de la perte de fonction, cette fois-ci. Ok. Donc la perte de fonction, qu'est-ce que c'est? Bah, cette fois-ci, c'est au lieu de, quand vous avez passé le pinceau, bah, la personne va moins le sentir ou pas le sentir. Ça va être de la perte de force. Ça va être les pics, la personne elle va vous dire par exemple, ah, je sens pas les pics quand vous passez la roulette, ou va vous dire, ah, je sens que vous passez quelque chose, mais ça pique pas. Ça peut être des réflexes qui vont être diminués ou abolis, ça peut être tout ça. Donc c'est important de connaître ça. Ensuite, la mécanosensibilité, c'est différent parce que c'est de la douleur, mais c'est de la douleur nociceptive. Ok. On n'est plus dans des choses en rapport directement avec la racine dorsale directement, les axones des nerfs. Non, non, on est sur de la, c'est les nocicepteurs de la gaine du nerf qui sont irrités, du coup qui rendent sensible le nerf aux contraintes mécaniques telles que la mise en tension ou la compression. Ok. Donc on a douleur radiculaire, radiculopathie. Si on a les deux en même temps, ça donne de la douleur neuropathique, et après on a la mécanosensibilité. Ok. Ça va être la douleur neuropathique. Quand on regarde la définition, on va retrouver en fait ces deux notions-là. Donc DN4 positif avec de la perte de fonction. Bon, c'est simple, hein. Faut juste connaître les trucs, mais ah oui, il faut faire attention à une chose. S'il y a une chose à laquelle il faut faire attention. Dans les études, faites attention aux définitions qu'ils donnent. Parce que des fois, c'est cata, hein. Des fois, ils utilisent radiculopathie et douleur radiculaire comme si c'était interchangeable. Bah non, en fait, ça n'a rien à voir. Il y en a un, c'est de la douleur, l'autre, c'est de la perte de fonction. On en est sur deux tableaux complètement différents, hein. Donc, en fait, avec tout à l'heure, vous vous rappelez ce qu'on a parlé des dermatomes qui peuvent un peu bouger, on a dit d'inatomes quand c'était plutôt quelque chose chez un patient avec de la douleur et des choses comme ça, ou avec une atteinte de racine. Euh, Ça peut expliquer des symptômes qui sont extraterritoriaux, mais on a aussi l'inflammation, on va le voir juste après. Mais en gros, on considère traditionnellement que la manifestation clinique des neuropathies de piégeage est due à des mécanismes locaux. C'est vrai, hein, on peut avoir de l'ischémie intraneurale, un œdème intraneural et tout ça. Mais en fait, les signes et symptômes devraient dans ce cas-là suivre un schéma anatomique clair limité aux structures innervées par le nerf périphérique affecté, ou limité aux dermatomes, myotomes, sclérotomes. Bon, du coup, vu que les dermatomes, bon, voilà. Mais ça devrait suivre ça. Mais en fait, pas du tout. Par exemple, les symptômes étendus sont la norme. 2 tiers, et jusqu'à 70% des patients atteints du syndrome du canal carpien, ressentent des douleurs en dehors du territoire du nerf médian. Vous l'avez juste ici, donc ça peut être des territoires dans le nerf ulnaire, ça peut être des territoires dans le nerf radial, ça peut être des douleurs qui remontent le long de l'avant-bras, le long du bras, le long du cou, ça peut être même de l'autre côté, voilà, on a tout un tas de choses comme ça. Et seulement 1 tiers des patients atteints de radiculopathie cervicale ou lombaire présentent des symptômes de type dermatomique. Les déficits moteurs se manifestent également en dehors de la distribution du nerf affecté. Et donc là, quand on parle de déficit moteur, on n'est plus tout à l'heure, on était surtout sur les racines sensitives. Un déficit moteur, on n'est plus sur la racine sensitive. On est plutôt sur la racine motrice. Et voilà, dans le canal carpien, on a même des gens qui ont de l'hyperalgésie ou au niveau du tibial antérieur. Ok, donc c'est au niveau de la jambe, hein, là. Donc c'est pour vous dire que voilà, la neuroinflammation, en fait, elle va aller... en fait, elle va taper tout le système nerveux, en fait. Il y a des études, alors là, je vous l'ai pas mis, mais je crois que c'était chez des souris. Et en gros, les souris qui avaient des radiculopathies ou en tout cas qui avaient des atteintes de sciatique, type sciatique, quand il la marquait, il mettait un colorant pour marquer l'inflammation dans le système nerveux. En fait, vous n'avez pas que l'étage où il y avait le problème, en fait, c'était toute la moelle qui était marquée. Ok, donc pour vous dire vraiment que l'inflammation, elle se propage le long du système nerveux. Donc comment on explique tout ça? Bah en fait on a des mécanismes locaux, inflammation, mais en fait ça explique pas les symptômes extraterritoriaux. Après on a la neuroinflammation dans les ganglions de la racine dorsale, donc en gros ici en fait on a voilà, après une lésion d'un nerf périphérique, on observe une invasion et une activation des macrophages, bon, de tout un tas de cellules immunitaires dans le ganglion de la racine dorsale. Vu que tous les corps cellulaires ils sont très proches, bah en gros la neuroinflammation en fait elle tape les neurones qui sont à côté et ça va taper d'autres territoires par la suite. Ok. Affecté peut également modifier le seuil de déclenchement des neurones à côté qui sont intacts, et en fait voilà, et donc ça peut être une explication plausible de la propagation des symptômes. Observé cliniquement à des zones extraterritoriales. Mécanisme au niveau sous-cortical et cortical, oui bien évidemment, ça va plus haut aussi. Tout ça je l'aborde un peu plus en détail dans cette vidéo-là, ok, et je l'aborde bien évidemment encore plus en détail dans ma formation. Je fais de la pub.
Mais allez la voir sur le canal carpien, elle est vraiment intéressante pour comprendre un petit peu ces histoires de canal carpien. Donc comment ça se passe? Là je vous ai mis un exemple pour le membre sup. En fait, quand on a un ganglion de la racine dorsale au niveau cervical, C7, des axones sensoriels projetés par les nerfs médians, radial et lunaire, alors, en gros, quand on a le ganglion de la racine dorsale ici qui est touché, vu qu'il contient des axones sensoriels qui vont aller dans un peu tous les nerfs, ok, donc nerf médian, radial, axillaire, parfois même ulnaire. On a vu que l'ulnaire c'était C8T1, mais bon, après ça change un petit peu en fonction des individus. Mais en fait, on va avoir une neuroinflammation à distance dans les ganglions de la racine dorsale C7 qui peut expliquer l'apparition de symptômes et d'une hyperalgésie, non seulement dans le territoire du nerf médian, mais aussi dans les territoires de l'innervation du nerf axillaire et des autres, hein, voilà, musculo-cutané, radial ou même ulnaire, ok. Donc en gros, là, pareil, hein, vous avez... Alors, je l'ai mis ou pas après? Ah, je l'ai pas mis. Mais en fait, alors ça, j'en parle dans la vidéo du canal carpien. Mais en gros, c'est dans une étude d'Anina Schmidt, elle parle, vous avez une personne qui a un syndrome du tunnel tarsien, et en fait, en gros, ça vient taper, donc là, c'est en distal, hein, on n'est pas directement sur une racine. L'inflammation, grosso modo, elle remonte jusqu'au ganglion, je crois qu'elle parle de L4, la racine L4, et en fait ensuite ça touche le nerf fémoral et ça donne des douleurs avant de la cuisse ou genou chez le patient. Ok. Mais en fait c'est pas un problème de cuisse ou de genou, c'est un problème de tunnel tarsien. Voilà. Mais il faut faire un bilan neuro pour savoir d'un peu d'où ça vient. Compression nerveuse, alors ça je le mets à chaque fois, mais je suis content parce que j'ai l'impression d'entendre des gens qui en parlent dans le domaine de la muscu et tout ça, qui disent ouais, c'est pas toujours la compression, nanana, donc je pense pas que ce soit forcément moi, mais du coup je vais apporter quand même mon truc. En fait, la compression, ça donne pas forcément des problèmes, ok. Une hernie discale qui empiète sur une racine nerveuse, elle est indolore chez 70% des patients. Donc on voit que la compression, c'est pas forcément ça qui déclenche la douleur. On a des études d'imagerie qui révèlent des signes de compression, déplacement des racines des nerfs rachidiens chez 4 à 17% des adultes sans antécédent de douleur. Donc on voit en fait que les atteintes mécaniques des racines, en fait ça déclenche pas forcément de la douleur, hein, parce qu'en général on dit, de toute façon vous allez voir, hein, par contre il y a beaucoup de go muscu, ça c'est la majorité, oui alors dès que le disque il vient toucher le nerf, c'est ça qui déclenche la douleur, ouais en fait pas forcément, là voilà, hernie discale qui empêche sur la racine nerveuse, indolore chez 70% des patients, 70 c'est quand même une majorité. Mais en fait le plus important c'est peut-être la chimie, ok. Dans cette étude-là, en fait, on nous dit que l'intensité de la douleur ressentie par les patients dans ces circonstances avec une hernie discale ne semble pas liée à l'importance du prolapsus discal dans le canal rachidien. C'est pas la taille de la hernie qui compte pour la douleur. Et il apparaît que les petites hernies, ça peut produire des symptômes sévères, et des grosses hernies, ça fait pas forcément des gros symptômes. Ok, il y a une décorrélation entre les deux. Mais qu'est-ce qui fait que ça fait mal? C'est les médiateurs pro-inflammatoires et les cytokines. Donc la chimie, ça fait mal. La mécanique, ça peut faire mal, mais pensez à la chimie. Parce que voilà, la chimie, la chimie, ça peut, s'il y a une réaction inflammatoire autour d'un nerf, ça peut déclencher une radiculopathie. La compression aussi, parce qu'on va avoir une ischémie, on peut avoir un œdème et tout ça, mais la chimie aussi. Et donc je vous remets cette diapo là, mais là vous la connaissez, donc c'est exactement pareil, en gros, c'est la phrase que je cherche. Voilà, ce qui suggère que la radiculopathie lombaire n'est pas toujours d'origine mécanique et que la compression mécanique de la racine nerveuse ne détermine pas nécessairement à elle seule des symptômes radiculaires, comme le montrent les résultats positifs de l'IRM chez les sujets asymptomatiques. Donc en fait, et voilà, là ça reparle de fuite de médiateurs chimiques et de cytokines inflammatoires. Donc en fait, on revient à chaque fois à la même chose, la chimie. Comment ça s'explique? Admettons vous avez une fissure radiale ici, il va y avoir une petite réaction inflammatoire, les nerfs ils sont pas loin, peut-être que ça va taper là et vous allez avoir une radiculopathie chimique. Ok? Donc là on va parler des tests neurodynamiques, donc ça c'est pour tester la douleur nociceptive du nerf, hein. Vous vous rappelez là on n'est plus sur les axones, la racine ou le ganglion de la racine dorsale, là c'est de la douleur nociceptive de la gaine du nerf. Donc en gros on a 3-4 tests différents, là les deux premiers c'est pour le nerf médian, ça c'est nerf radial, ça c'est nerf ulnaire, là vous avez toute la séquence. Ça c'est les endroits où ça peut faire mal chez les personnes qui n'ont pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, il faut que ça reproduise la douleur du patient et qu'il y ait une différenciation structurelle. Donc par exemple, si là, ah oui, votre patient vous dit, ah oui, ça c'est ma douleur, ça c'est ma douleur, et que lui, je sais pas, il a mal par exemple dans tout le bras ici, bon est-ce que quand je bouge le cou, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que quand je rapproche, ça diminue, et que quand je vais dans l'autre sens, ça augmente, ok? Il faut qu'il y ait une différenciation structurelle. Autre chose, quand vous les faites, allez-y, tranquille, ok? On y va tranquille.
Surtout si vous sentez que la personne, bah, enfin, vous avez vu, vous avez essayé de la faire bouger un petit peu avant. Même ce que vous pouvez faire, c'est un petit peu, juste pour avoir une idée, faire juste des mouvements qui peuvent mettre en tension de manière active et vous allez voir si ça reproduit de la douleur ou pas. Et juste, comment on fait pas un test neurodynamique? On ne dit pas, vous me dites quand ça fait mal. Ok? Ça, on dit pas. Ok? Parce que en fait, vous allez induire la réponse. Ou quand vous êtes à la fin de votre séquence, vous dites pas ça fait mal. Pareil, vous allez induire des oui. Il faut que vos questions elles soient neutres et que ce soit le patient qui vous dise. Vous faites je vais mobiliser votre bras, vous me dites comment c'est dans votre bras. Ok, vous arrivez à la fin de votre séquence, c'est comment dans votre bras. Oh bah et après le patient il vous dit ce qu'il y a. Si lui demandez vous me dites de m'arrêter quand ça fait mal, ou vous arrivez à la fin du truc et vous faites ça fait mal là, hein, ça fait mal, ouais bah forcément vous allez avoir des tests positifs dans tous les sens. Donc on est doux et on n'induit pas la réponse du patient. Juste une chose, ouais, on a cette étude. Alors ouais, c'est cette étude. C'est celle-là. Donc ça, celle du dessous ici, là, elle nous dit qu'en fait, on a des résultats qui nous suggèrent que la catastrophisation de la douleur, elle contribue spécifiquement aux évaluations de l'intensité de la douleur évoquée pendant les tests neurodynamiques chez les sujets sains. Donc en fait, des personnes avec de la catastrophisation, ils auront peut-être plus tendance à avoir des tests positifs. Là c'est chez des sujets sains. Donc il faudrait qu'on ait des études chez des sujets non sains. Mais c'est juste pour vous dire, voilà, que si la personne elle vient et qu'il y a du catastrophisme, et que vous vous demandez est-ce que là ça fait mal, est-ce que ça là ça fait mal, ouais, là vous allez avoir peut-être beaucoup de faux positifs pour le coup. Et juste pour dire la catastrophisation, c'est dans cette étude-là. Voilà, c'est rumination, magnification, donc c'est amplification, on va dire, et impuissance. Ok? C'est ça là quand on parle de catastrophisme. Toujours pareil, là je reviens, attention aux études qui cherchent des trucs avec des tests pas adaptés. Par exemple, ça, pour détecter des radiculopathies où on teste que de la douleur et du manque de mobilité, ça n'a pas trop de sens. On cherche de la fonction. Enfin, de la perte de fonction en l'occurrence, ou du gain, mais on cherche à évaluer la perte de fonction pour voir si on a une radiculopathie, donc on n'utilise pas des tests neurodynamiques. Pareil ici, ils ont essayé de le refaire là, ça n'a pas trop de sens de faire ça comme ça. Effectivement, à un moment donné, vous allez peut-être retomber dessus, mais en fait, ça va dépendre. Pourquoi ça va dépendre? Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que plus la neuropathie elle est importante, plus les tests neurodynamiques ils vont être négatifs. Ok? Pourquoi? Parce que les petites fibres C non myélisées, qui médient la sensation de chaleur, par exemple, et ben en fait, elle a aussi une fonction nociceptive dans la gaine du nerf. Et donc les petites fibres qui innervent également l'épinèvre, en tant que nervi nervorum, en fait, c'est eux qui sont responsables, a priori, de la mécanosensibilité neuronale quand ils sont hyper excités. Ok? Et on pourrait supposer qu'une perte similaire de la fonction des petites fibres identifiées dans le tissu cible pourrait également affecter les nervi nervorum, conduisant à une réponse réduite lors des tests neurodynamiques. Donc en gros, si vous avez une neuropathie, alors après il y a plusieurs types de neuropathies différentes, je vais pas m'attarder dessus, mais il y en a certaines qui vont plus toucher les petites fibres. Bah, si ça touche plus les petites fibres, et que les petites fibres elles meurent, en fait il y aura plus de nocicepteurs dans la gaine du nerf, donc du coup vous allez avoir des tests neurodynamiques qui seront négatifs, mais il y aura une neuropathie. C'est pour ça qu'on peut pas se servir de ça. Et là en fait ça c'est chez les diabétiques, et en fait plus les mecs ils avaient une neuropathie sévère, moins ils avaient des tests neurodynamiques positifs. Donc il faut faire attention. On peut pas détecter une neuropathie, voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, en fonction du sous-groupe ici, cette étude-là, je crois que ça, ils arrivaient à retomber à peu près sur leurs pattes. La conclusion était pas trop mauvaise, mais en fait, ça dépend du sous-groupe de patients. Si vous tombez, si vous sélectionnez un groupe avec des neuropathies sévères, je pense que l'étude, elle est complètement, les résultats vont montrer que les tests neurodynamiques sont complètement éclatés pour repérer une neuropathie hein, ou une radiculopathie. Par contre, si vous prenez un sous-groupe où c'est une neuropathie légère et que du coup ça correspond pas trop mal avec l'apparition des tests avec la positivité des tests neurodynamiques, bon bah là vous allez vous y retrouver. Mais le mieux c'est de faire le bon test, ok? Tester la fonction et tester la douleur, ok? Donc bilan neuro pour tester la fonction, DN4 par exemple parce que ça donne toujours des informations, et après test neurodynamique pour la mécanosensibilité. Donc on met en tension, après aussi il y a la palpation, ok? Donc la palpation, il y a tout ça qui a été décrit dans la littérature, celui-là par contre je crois que niveau précision, pas ouf. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en violet, mais en gros on peut palper le nerf médian, donc le nerf médian voilà, il le palpe au niveau du bras, donc il passe ici. Ensuite, là, ça c'est pour le nerf
c'est le nerf radial, donc ici, ici, ici. Donc là c'est toujours nerf radial, là le nerf ulnaire quand il le palpe au niveau du coude, et là le nerf médian au niveau du poignet. Après moi, comme je vous dis, je m'amuse pas forcément à faire ça. Il y a des personnes après qui vous diront oui, moi je peux palper ce nerf-là, je peux le palper à 7 endroits différents, nanani nanana. Ouais, bon, au bout d'un moment, si ça dépend de la validité du test, quoi. Hein, c'est bien beau de dire ça. À la fin, il faut pouvoir être capable de l'utiliser. Et qu'est-ce qu'il faut utiliser en plus? Bah, est-ce qu'il faut vraiment l'utiliser en plus? Bah, je sais pas. Hein, les tests neurodynamiques, s'ils sont déjà positifs, est-ce que vous avez besoin de confirmer avec ça? Et si vos tests neurodynamiques ils sont négatifs, est-ce que vous allez retrouver du positif avec ça? Je suis pas sûr. Là, en fait, on teste exactement la mécanosensibilité. Hein. On a vu, en mécanosensibilité, c'est à la contrainte mécanique qui peut être la compression ou la traction. C'est voilà, c'est juste deux manières différentes de faire. Ça, c'est pas le bon titre. Là, je voulais juste reparler de la neurodynamique. Vous pouvez aller voir cette vidéo-là. Bah, en fait, si vous regardez la partie 1, la partie 2, la vidéo que je vous ai mis au début, où il y avait Thor en dessin, et celle-là, franchement, en termes de neuro et de hernie discale, vous serez plutôt pas trop mal, ok? Donc là, c'est des études sur la neurodynamique. Ici, ça marche, mais on a besoin de plus de données et peut-être de sous-grouper plus les patients. Ici, ils disaient que c'était efficace, mais en fait, ils ont eu du mal avec la définition de sciatique parce que, en gros, un coup c'était de la douleur radiculaire, un coup c'était de la radiculopathie. Et ici, c'était plutôt efficace quand ils sous-groupaient. En gros, la neurodynamique, c'est bien chez ceux qui ont de la mécanosensibilité. On va, pour faire très très simple. Et on va finir en disant juste qu'on tire pas sur les nerfs, parce que ça, vous l'avez déjà entendu, mais en fait, c'est juste parce qu'en fait, quand on tire dessus, vous allez avoir le diamètre qui va changer, et en fait, le flux sanguin dans la racine, en fait, il va diminuer, et ça peut donner des troubles de la conduction, et ça peut même causer des lésions au niveau de la racine. Donc c'est pour ça qu'on évite de trop tirer sur les nerfs. Ensuite, une déformation de seulement 3 à 5% d'un nerf, bon, chez l'animal, hein, inflammé expérimentalement, ça entraîne une augmentation de la mécanosensibilité neuronale. Donc en fait, si votre patient il a une inflammation d'un nerf, qui peut causer d'ailleurs une mécanosensibilité, si vous tirez trop dessus, vous allez re-inflammer le nerf. Et en fait, vous allez faire comme ça tout le long. C'est pour ça que vous avez les physiopractices où je vous avais dit, faites attention dans les problèmes de nerfs, aux postures, ou les choses comme ça de vos patients. Parce qu'en fait, s'ils entretiennent cette inflammation du nerf, ça peut durer très longtemps. Hein. Et des fois, c'est des patients, juste vous leur demandez de changer quelques habitudes et ça va vraiment grandement changer leur vie. Hein. En plus de faire du gros squat et du gros soulevé de terre. Et il a également été démontré que l'allongement du nerf, bah, ça diminue la section transversale du nerf, forcément, et parce qu'on peut vous tirer dessus, hein, donc voilà. Et un phénomène supposé entraîner une augmentation de la pression intraneurale avec les effets néfastes qui y sont associés. Forcément, si la pression intraneurale, elle augmente, bah, voilà, on peut se retrouver avec de l'ischémie, de l'œdème, ça peut causer... Dans le canal carpien, par exemple, on a une augmentation de la pression. Si vous tirez dessus et que ça augmente encore plus la pression, bon, c'est peut-être pas une super idée, quoi. Donc c'est pour ça qu'on évite de trop tirer sur les nerfs. Je me rends compte que j'ai oublié de vous mettre... Attendez. Ouais, non, il nous reste une... Ouais, j'ai oublié de vous mettre. Donc, qu'est-ce qu'on peut... Donc, pour les signes neurocentraux, donc on a le Hoffman, ok? Donc le Hoffman, vous stabilisez le majeur du patient en le tenant au niveau de la proximité de l'articulation interphalangienne, ok? Et vous faites une flexion rapide, donc vous mettez une pichenette, quoi, une pichenette, et vous voyez si vous avez une abduction du pouce et flexion des autres doigts. Le Tromner, en gros, c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'en fait, cette fois-ci, on va donner la pichenette vers le haut. Okay, et là, on peut avoir une hyperréflexie de l'index ou du pouce. Supinateur inversé, on place l'avant-bras du patient en légère pronation. On frappe l'avant-bras à proximité de l'apophyse d'astéroïde radial. Et si vous avez une extension du coude et ou une flexion des doigts, bah du coup, il est positif. Hyperréflexie, donc là c'est quand on a une contraction brusque exagérée du biceps provoquant une flexion du coude, ou pareil au niveau du triceps qui provoque une extension du coude, mais voilà, c'est plus fort que ce que ça devrait être. Donc en gros, vous le classerez en augmenté. Okay, dans l'échelle augmentée, normale, diminuée, abolie, bah, il est augmenté. Okay, donc là, ce dont je me rends compte, c'est que je vous ai pas mis les réflexes au niveau du membre supérieur. Donc, je comptais faire une partie 3, mais la partie 3, je suis pas sûr de la faire.
Donc là, la partie 3, c'était faire le bilan des paires crâniennes. J'ai vu des tests neurodynamiques au niveau de la... Du coup, d'ailleurs, c'est un pote ostéo qui m'avait envoyé ça. Et je pourrais les mettre dedans, à voir, parce que je pense pas que l'examen des paires crâniennes, ça intéresse des masses de monde. Et on finit avec celui-là, dans les problèmes de nerfs, c'est toujours celui-là. Donc c'est un problème de nerfs, donc ça c'est quand on n'y connaît rien et qu'on dit à tous les patients « Ah ça c'est vos nerfs, ça c'est vos nerfs », ok. C'est pas un problème de nerfs, les problèmes de nerfs c'est rare, faut que la douleur ait un trajet précis, que ça brûle et que ça fasse du courant électrique, il faut des signes d'appel. Mais en fait non, hein, la radiculopathie, il n'y a pas de douleur. Pas forcément de douleur en tout cas. Donc voilà. Et voilà, quand on a tous les outils, c'est un problème de nerfs, donc de toute manière c'est pour ça qu'il faut vous former. Il y a plein de formations. Alors il y a plein de formations. Non, il y a quelques formations qui sont bien. Je vous invite à me suivre sur Insta, comme ça je vous partage celles des personnes dont j'ai confiance. On va s'arrêter là pour la vidéo, et puis ben, on se dit à la prochaine. Salut!